Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Nous allons commencer ce webinaire dans le cadre du festival Génération Égalité Voice et ONU Femmes. Ce webinaire abordera la question de l'égalité sociale avec Guillaume Gouffier-Cha, député, Lucille Desjonquières, présidente d'IWF Leaders Associates, et Fatima Tanyang, cofondatrice d'Égalité Ensemble et qui est aussi notre trésorière. Alors, je laisserai aussi au moment où je poserai la première question, la personne qui répond pour la première fois est bien sûr invitée à se présenter un peu plus longuement si elle le désire. Alors, la première question est pour Guillaume. Dans quelle mesure la société française a-t-elle une vision genrée des fonctions sociales des hommes et des femmes? Quelle est l'origine philosophique des stéréotypes de genre? Donc, j'ai 2 heures pour répondre. Bon, merci Juliette. Déjà, bonjour à toutes et à tous. J'ai combien? 4 minutes? 2 minutes. Voilà, c'est non, mais il faut poser les règles dès le départ. Bon, déjà, bonjour à toutes et à tous. Guillaume Gouffier-Cha. Je suis député de la 6e circonscription du Val-de-Marne, qui regroupe les villes de Vincennes, Saint-Mandé, Fontenay-sous-Bois. À l'Assemblée, je suis membre de la commission des lois et de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances, dont je suis le coordinateur et donc très engagé sur ces sujets. Et donc très engagé depuis, en tout cas, quelques temps, aux côtés de Juliette, aux côtés de Fatimata et d'autres, bien entendu, plein d'autres, dans cette grande cause du quinquennat. Alors, une question qui. Alors, je ne suis pas philosophe, et donc je serai preneur si quelqu'un arrive à expliquer et à me donner des cours sur l'origine philosophique. Moi, ce que je vois, je suis un député, donc ce qui fait qu'on fait de la politique à un moment, c'est le constat qu'on fait de notre société, les inégalités qu'on constate et qu'on a envie de réparer. Moi, ce qui m'a fait rentrer. Parmi ces inégalités, il y a bien entendu les inégalités qui touchent les femmes et les hommes. Et il y a quelque chose, je trouve, sur lequel nous travaillons de plus en plus actuellement. D'ailleurs, il y a un collègue, Gaël Lebouec, et je sais, Juliette, que tu l'as invité sur d'autres événements, je crois que c'était la semaine dernière, qui travaille actuellement sur une mission, qui a une mission sur la lutte contre les stéréotypes de genre. De plus en plus, nous parlons des stéréotypes de genre. Qu'est-ce qu'il y a derrière? D'une certaine manière, c'est les inégalités les plus fortes. Moi, je les lis comme ça. Les stéréotypes de genre, c'est les images, enfin, c'est les cases dans lesquelles on nous enferme dès le plus jeune âge dans notre société. Et dans la société française, comme dans d'autres, ces stéréotypes sont particulièrement forts. Ça ne touche pas que la France, ça touche toutes les sociétés humaines. Et donc, il faut les regarder. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société où, dès le plus jeune âge, dès la naissance, et même certains vont plus loin en disant dès la grossesse, des stéréotypes et des rôles nous sont affectés. C'est dès le départ, les petits garçons c'est le bleu, les petites filles c'est le rose, c'est les cheveux courts pour l'un et les cheveux longs pour l'autre. C'est une attention toute particulière pour l'un et différente pour l'autre. C'est des jeux vers lesquels on va nous pousser, les petits garçons vers les sports ou vers les jeux un peu techniques, quand on poussera les petites filles à aller vers les poupées et déjà, en fait, d'une certaine manière, vers tout ce qui touche la maison, tout ce qui touche la famille. Et donc, ces stéréotypes, je pense, vont se véhiculer dès le plus jeune âge et vont créer des inégalités qui vont s'inscrire tout au long de notre vie. Et dans notre société, ils sont particulièrement forts. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de les déconstruire pour lutter derrière contre les inégalités qu'on constate dans notre société, qu'on constate à l'âge adulte, et on en parle toujours, c'est les inégalités de rémunération, c'est les inégalités de construction de carrière professionnelle, c'est les inégalités de traitement, les inégalités politiques, syndicales, associatives qu'on constate, et qui ensuite, en fait, sont le fruit de quoi? Parce qu'on veut les réparer, ces inégalités, on met beaucoup de choses en place. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va un peu plus loin en observant que ces inégalités, à la base, elles sont le fruit de stéréotypes, de cases dans lesquelles on nous enferme et dans lesquelles on s'enferme nous-mêmes. Souvent, même quand on est hyper engagé. Moi, j'ai tendance à dire que je suis un homme, il y a des moments où je m'enferme moi-même et j'ai du mal peut-être à m'en sortir de stéréotypes dans lesquels on m'a on m'a inculqué dès le plus jeune âge. Et c'est contre ça, ces stéréotypes qu'il faut déjà identifier et derrière déconstruire. Et avoir, je pense, l'humilité de reconnaître que oui, ça prendra du temps
que de mener cela. Je suis très content qu'on aborde en tout cas ce sujet-là aujourd'hui, Juliette. On en avait parlé, il me semble, il y a quelque temps ensemble, parce qu'il y a la préparation, bien entendu, au-delà du forum Génération Inégalité, et du forum du Génération Égalité, la préparation du prochain quinquennat, et qu'il y a cet enjeu de lutte contre les stéréotypes, que ça prendra du temps, parce qu'on ne l'a pas abordé au début de notre mandat, et donc on l'aborde aujourd'hui, mais que ça va prendre du temps, et que derrière, et c'est pour ça que quelle est l'origine philosophique des stéréotypes de genre. Il y a certainement plein de philosophes qui ont écrit et qui ont travaillé dessus, mais qu'on doit apporter à nos concitoyennes et concitoyens des réponses très concrètes. Et aujourd'hui, pour déconstruire ces stéréotypes, il faut qu'on arrive à apporter des solutions très concrètes. L'une des plus concrètes, et je m'arrêterai là parce que j'ai déjà fait quelques minutes, c'est par exemple sur les jouets dès le plus jeune âge auprès des enfants. Je veux dire, ce n'est pas une fatalité que les petits garçons jouent avec des robots, par exemple, des ordinateurs dès le plus jeune âge ou des pelleteuses, et les petites filles avec des poupées ou des dinettes. Ça, c'est quelque chose que d'une certaine manière, on nous inculque, on nous impose dès le plus jeune âge. Et il y a des réflexions, par exemple, dessus à mener, parce que derrière, quand on déconstruira ça, eh bien, on s'apercevra notamment qu'on arrivera à l'égalité au niveau des formations professionnelles dans les métiers techniques, ce qui n'est pas le cas dans notre pays aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors oui, désolée pour l'histoire philosophique. Oui, j'avais envie que quelqu'un fasse des petites recherches là-dessus. Les philosophes ont beaucoup écrit. Et c'est en fait le lien qu'ils font beaucoup entre la femme, la nature, le fait qu'elle puisse procréer. C'est ça qui fait que beaucoup considèrent qu'elle est, enfin beaucoup, des anciens philosophes, je ne vais pas citer tous les noms, mais Schopenhauer, un certain nombre de philosophes ont écrit des horreurs misogynes, on va dire ça comme ça, pour expliquer voilà pourquoi la femme est soumise à ses cycles, pourquoi elle doit rester à la maison, pourquoi de toute façon elle est bridée par la nature, tandis que l'homme serait lié à la culture, à l'extérieur, parce que lui ne serait pas soumis à tous ces cycles naturels, entre autres. Bon, là, je résume de façon... Au travail, Juliette, tous les stéréotypes, effectivement, que certains, d'ailleurs philosophes ou sociologues, hein, et c'est très important, les stéréotypes, effectivement, nous renvoient l'image de la femme qui va être à l'intérieur de la maison, ou à gérer les affaires familiales, les affaires de famille, on va dire, quand l'homme sera à l'extérieur, au travail, à travailler pour ramener l'argent à la maison, ou à diffuser des idées à travers la culture, ce que tu viens de dire, par exemple, comme quoi ce serait un domaine réservé. Et c'est ces stéréotypes qu'on nous véhicule dès le plus jeune âge et qui s'entretiennent dans toute la société derrière et qu'il faut construire. Et en tout alors, cas, identifier et déconstruire. Et c'est pour ça, alors, comme la femme est supposée s'occuper des enfants ou soigner les autres, elle serait plus douce. Alors, tout ça, c'est les stéréotypes. Ça fait que, effectivement, y compris dans les métiers, il y a cette idée, voilà, que le care, ce serait l'extension de la nature féminine. Donc, on a cette idée, voilà, de stéréotype qui a une longue histoire philosophique. Tout le monde, heureusement, n'avait pas ce genre de discours. Je pense notamment à Condorcet qui, lui, a été extraordinaire et qui expliquait que ce n'est pas parce que la femme était indisposée quelques jours ou quelques mois dans sa vie qu'elle serait en situation de handicap citoyen. Et il préconisait justement l'éducation pour toutes et tous. Enfin, il voulait que les femmes aient accès, y compris au vote et à plein de choses, ce que Robespierre ne voulait pas. Bon, bref, ce que je veux dire par là, c'est que ces concepts philosophiques sont issus de stéréotypes, à moins qu'ils aient créé les stéréotypes, mais dans tous les cas, ça remonterait au néolithique. Voilà, pour résumer, les tâches genrées auraient pour origine la sédentarisation humaine. C'est à partir de là qu'on date la spécialisation femmes-hommes et aussi, alors ça c'est historique, enfin c'est anthropologique, c'est là aussi qu'il y aurait eu même une distinction davantage de nature physique et musculaire. C'est-à-dire que les femmes, à partir de ce moment-là, commencent à s'atrophier physiquement parce qu'elles sont moins nourries, parce qu'elles courent moins, parce qu'elles sont plus à l'intérieur qu'à l'extérieur et donc elles bénéficient de moins de fruits de la chasse. Mais si vous montez avant le néolithique,
Et avant la sédentarisation, on s'est rendu compte que les femmes chassaient, que non, elles n'étaient pas cantonnées à la cueillette et qu'en fait, même d'un point de vue squelette et muscles, l'égalité même morphologique était bien plus atteinte à l'époque. Donc, en gros, on a été affamés et enfermés. Bon, ça, c'est pour la petite phrase sympathique, comme j'ai l'habitude de la faire pour commenter. On va discuter de plusieurs thèmes sur l'égalité sociale, donc l'égalité au sein de la famille, dans un premier temps, la conciliation vie privée, vie professionnelle, l'équité salariale, et ensuite, on va discuter sur comment mettre en place des objectifs d'égalité femmes-hommes, et enfin, on prendra des questions du public. Alors, première question dans le cadre de l'égalité au sein de la famille, et elle s'adresse à Lucille Desjonquers. Pourquoi une séparation a-t-elle tendance à appauvrir davantage les femmes que les hommes, en particulier lorsqu'il y a des enfants? Bonjour, donc effectivement, je m'appelle Lucille Desjonquers, j'ai deux casquettes. J'ai un cabinet RH de chasse de tête et de formation leadership très engagé sur la parité. Cela m'a valu d'être approchée par un réseau américain qui s'appelle International Women's Forum, l'acronyme est IWF, pour lancer il y a 4 ans le chapitre français, qui est un deuxième job, mais chaque fois, je dis que je ne regrette pas une seule minute cette expérience qui est extrêmement riche humainement et qui donne du sens à ma vie. Donc, les sujets de femmes me portent. Et pour répondre à ta question, Juliette, oui, les femmes sont les grandes perdantes des séparations. Parce que même si la garde alternée tend à se développer en France, en tous les cas, c'est vrai que nos jeunes papas sont de plus en plus papas. La majorité des couples divorcés, enfin la garde de la majorité des couples divorcés revient aux mamans, qui ont souvent un pouvoir d'achat en baisse, puisque les pensions alimentaires ne sont pas souvent au niveau de ce qu'elles avaient lorsqu'elles pouvaient ou jumeler leur salaire avec celui de leur époux, ou tout simplement ne pas travailler et s'occuper des enfants et bénéficier des rentrées d'argent liées au papa. Donc, oui, effectivement, et malheureusement, on voit aussi également beaucoup de pères qui, à partir du moment où ils ont quitté le foyer conjugal et refont leur vie, donnent le moins possible à l'ex-femme. Enfin, c'est quelque chose, enfin, moi j'ai vu quelques chiffres dernièrement qui sont assez dramatiques. Le divorce pour faute n'existe plus. Enfin bon, les recours sont quand même un peu compliqués. Et vous avez des femmes qui, ou ne travaillaient pas, sont obligées de se remettre à travailler. Si un divorce tardif arrive, elles sont très courageuses. J'en vois qui reprennent des formations, des cours pour retrouver un métier à part entière. Et quand elles sont plus jeunes, eh bien, elles doivent jumeler leur métier avec le fait de courir et récupérer les enfants de soi et tout gérer parce qu'elles n'ont plus d'aide. Enfin, c'est ce qu'on appelle les familles monoparentales. Et là, pendant le confinement, je peux vous dire que certaines femmes en monoparentalité avec des enfants ont cruellement souffert puisqu'elles ont dû tout cumuler. Et on a assisté à des burn-out de façon trop souvent fréquente et il y aurait vraiment besoin que ces femmes-là soient aidées. Et j'ai d'ailleurs lu dernièrement qu'il était prévu de donner d'office des places en crèche aux familles monoparentales et ça, c'est une excellente chose. Enfin voilà, donc en réponse à votre question, oui, il y a des choses à faire. Les femmes qui élèvent seules leurs enfants ne sont pas suffisamment aidées aujourd'hui, c'est clair. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui souhaiterait, voilà, il y a une personne du panel qui a le droit d'ajouter une petite réflexion sur la question ou on peut passer à la suivante si vous le souhaitez. Je rajouterai un tout petit point dessus puisque je pense que c'est ça doit être un de nos axes de travail majeurs des années à venir, et notamment pour lutter contre les inégalités que subissent les familles monoparentales, qui sont parmi celles qu'on entend le moins dans notre pays aujourd'hui, et à juste titre, ce qui vient d'être expliqué, hein, mais quand on est une mère seule, 85% des familles monoparentales ont à leur tête une femme. Et une grande majorité de ces familles sont sous le seuil de pauvreté aujourd'hui dans notre pays. Et ce sont des femmes qui ont plusieurs journées en une seule, mais dans lesquelles aujourd'hui il n'y a quasiment aucun espace pour à un moment donné s'engager politiquement,
s'engager associativement ou syndicalement. Et c'est ce qui fait qu'on entend très peu dans les débats politiques parler des inégalités que connaissent ces familles et quelles solutions nous pouvons y apporter, que ce soit déjà sur la reconnaissance de leur situation, que ce soit sur les systèmes de garde d'enfants, que ce soit sur les systèmes d'organisation de vie professionnelle et personnelle, que ce soit de possibilités d'engagement dans la vie politique, et que ce soit au niveau de la lutte contre les inégalités entre les ex-conjoints, inégalités constituées au moment de la vie en couple et qui ne vont cesser de s'accroître derrière entre le moment de la séparation et le moment de la constitution de la retraite. Des inégalités entre ex-conjoints qu'il faut bien à un moment donné corriger. C'était un des grands axes de notre réforme des retraites l'an dernier, au passage. Réforme qui n'a pas été à son terme, mais que nous n'oublions pas. Et le moment où nous remettrons au travail sur la réforme des retraites, nous garderons bien entendu l'axe sur la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, bien entendu, mais aussi ce point particulier des inégalités qui touchent encore plus fortement les femmes divorcées qui ont pu connaître des inégalités qui se constituent pendant la vie de couple et qui explosent et ne vont cesser de se creuser après la séparation. Et donc, il demande aujourd'hui que nous trouvions des éléments de correction, que ce soit sur la fiscalité, que ce soit sur la construction des droits à la retraite, que ce soit sur les systèmes de garde ou l'organisation de la vie professionnelle. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la question suivante. Comment améliorer la question des pensions alimentaires en cas de divorce? Et la question est pour Fatimata Niang. Bonjour à toutes et à toutes, je m'appelle Fatimata Niang, je suis engagée auprès de Juliette pour Égalité Ensemble en tant que cofondatrice et trésorière. J'ai également d'autres engagements associatifs et je travaille également à la caisse d'allocation familiale. Donc, je vais essayer d'apporter le côté CAF où on pourra expliquer les choses plus facilement. Là, par exemple, en ce qui concerne les pensions alimentaires, déjà, il faut savoir que la pension alimentaire, elle est versée pas jusqu'à la majorité de l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant acquiert une totale autonomie. Et il y a énormément de pères ou de mères, parce qu'il y a également des mamans, qui, des moments, dès qu'ils refont leur vie, décident d'arrêter de verser la pension alimentaire. La CAF intervient, mais il faut 2 mois consécutifs de non-versement de pension alimentaire pour que la CAF puisse intervenir. Ce qui se passe, c'est que les 4 premiers mois, on verse la pension alimentaire sans rien réclamer, mais au bout de 4 mois, on réclame soit le juge, une preuve que la personne a engagé, je ne sais plus ce que je voulais dire. En fait, il faut une preuve que la personne a fait les démarches auprès du juge aux affaires familiales. Si on n'a pas ce document justifiant que les démarches sont en cours, on arrête de verser la pension alimentaire. Il faut savoir qu'en fait, il y a 3 pensions alimentaires différentes. Il y a l'ASF, l'allocation de soutien familial, qui correspond à un montant de 115 €. Pour certains, c'est vrai que ce n'est pas énorme, mais au moins, c'est versé jusqu'aux 20 ans de l'enfant. Et cette somme, elle est versée automatiquement à partir du moment où on a toujours le justificatif qui dit oui, la démarche est en cours. Si les personnes ne veulent pas faire de démarche auprès du juge des affaires familiales, ils peuvent faire la démarche auprès d'un médiateur familial. Ça, c'est quand ça se passe bien avec l'ex-conjoint. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir un médiateur familial et ils décident ensemble de dire oui, je verserai tous les mois. Par exemple, une personne peut verser, il faut savoir qu'une personne peut verser 20, 30 € et la CAF va compléter pour aller aux 115 €. Il y a également l'allocation de soutien familial non recouvrable. Donc, ça veut dire que là, ça, c'est ce que je viens de citer. Il y a la recouvrable. La recouvrable, c'est quand il y a la décision de justice. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend directement sur le compte de l'ex-conjoint et on récupère directement la pension alimentaire et on la verse à la maman sur son compte bancaire. Et maintenant, ça a été remplacé par l'ARIPA. Maintenant, l'ARIPA, c'est le versement automatique. Ça avait été mis en place sous l'ancien quinquennat, sous Hollande. Et là, ça a été amélioré sous ce quinquennat. Ce qui est plus simple, c'est que maintenant, en fait, on a accès directement à la requête de divorce. Et le fait d'avoir accès directement à la requête de divorce, on voit ce qu'il faut prélever et on le prend directement sur le compte de l'ex-conjoint et on le verse à la maman ou au papa, parce que ça peut également arriver que ce soit des papas qui ont la garde des enfants. Donc, moi, je pense que pour moi, la partie qu'il faut améliorer, c'est la partie où il faut attendre 2 mois de non-versement. Parce qu'il y a des parents qui s'amusent à verser 1 mois, à ne pas verser l'autre mois, à reverser 1 mois. En fait, ils versent 1 mois sur 2. Et comme ils savent qu'il n'y a pas 2 mois consécutifs de non-versement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a 1 mois où le paiement est fait, l'autre mois, le paiement n'est pas fait, et ça peut mettre en difficulté la personne qui est en charge des enfants.
Donc, pour moi, cette partie-là, elle est vraiment améliorée. Il faudrait l'enlever et verser, et se dire qu'il faut verser la pension alimentaire automatiquement et pas attendre forcément les 2 mois consécutifs. Parce que le fait d'attendre 2 mois consécutifs, ça peut mettre 1 mois sur 2 la personne en charge des enfants en difficulté. C'est la seule partie que je trouvais qui était encore à améliorer. Le versement automatique, je trouve que c'est très, très bien parce que du coup, la CAF, elle collecte directement. Et l'avantage également, c'est qu'en fait, on a accès à pas mal de… On a une banque de données où on a accès à énormément de choses. Donc, une personne, quand elle nous dit « oui, je ne travaille plus », donc il y a des personnes qui vont se dire insolvables. Ils vont dire « je ne travaille plus, je ne peux plus verser la pension alimentaire ». L'avantage, c'est que nous, on voit si la personne travaille ou pas parce qu'on a accès à énormément de portails. Donc, à partir du moment où on sait que la personne retravaille, automatiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on va pouvoir de nouveau collecter la pension alimentaire sur son compte. Ça, je trouve que c'est vraiment un dispositif qui est très, très bien et qu'il faut pousser encore un peu plus. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai beaucoup de réflexions au sujet de ces pensions alimentaires parce que j'ai beaucoup d'amies femmes qui, voilà, j'arrive à un certain âge où, bizarrement, on avait eu la salve des mariages, on a la salve des divorces. C'est horrible, c'est comme ça. Et en fait, moi, je vois des horreurs quand même qui se passent. Je veux quand même dire que entre ceux qui se mettent comme par hasard en insolvabilité à travailler au noir, c'est-à-dire ils sont dans le bâtiment, au moment où ils vont faire le divorce, ils vont arrêter de facturer leurs clients et puis ils vont tout faire au noir pour pouvoir… J'ai vu des cas comme ça. Et donc, la personne se retrouve à payer 20 € par enfant. Donc, oui, je connais une femme dont le mari travaille comme ça au noir et donc elle touche 60 € pour ses 3 enfants. Donc moi, à un moment donné, j'aimerais poser la question, pourquoi les pensions alimentaires sont toujours calculées sur ce que l'homme peut donner et pas sur ce que l'enfant a besoin? À un moment donné, j'aimerais qu'on se pose la question sociale et sociétale de comment on peut envisager d'avoir des pensions alimentaires planchées. Voilà, pour moi, il est indécent de croire qu'avec 20 €, on va nourrir un enfant. Voilà, et la pauvre fille, je suis désolée de dire ça comme ça, qui s'est fait plus ou moins escroquer, parce que c'est de l'escroquerie à son ancienne famille. Je veux dire, le gars se tire, pardon de le dire comme ça, il se tire, il rencontre quelqu'un d'autre, il laisse son ex-épouse avec les 3 enfants à charge, avec son emploi, elle avait un emploi salarié payé un peu plus que le SMIC, mais il y a une grande différence quand vous n'avez plus votre conjoint, que vous avez 3 enfants à charge et on vous donne 60 €. Mais Juliette, la CAF, elle intervient dans ces moments-là. Elle a 20 € par Ah, enfant. je suis désolée de te le dire. Dans le monde idyllique que tu décris, peut-être qu'elle intervient. Sauf que quand l'individu travaille au noir, que rien n'est déclaré sur votre plateforme, tu m'avais laissé terminer, il n'y a rien. Et ensuite, il y a l'autre point. Vous avez un jugement de divorce. Voilà, le jugement de divorce, on vous donne les magnifiques 60 € par mois que vous devez toucher. Si par hasard, vous apprenez que votre conjoint a un emploi, tout ça, vous devez retourner faire une procédure devant le juge pour espérer toucher plus que les 60 €. Donc, c'est quoi? Des frais d'avocat, du temps, du délai. Donc, à un moment donné, moi, j'aimerais qu'on pose la question suivante. Là, tu me dis, oui, mais il faut prouver… Non, ce que je voulais juste te dire, c'est qu'au moins, la personne a la 20 €. Si elle, au moins, la démarche, je peux dire que les 20 €, la fille en question, elle voulait ça. Je dis rien. Elle voulait… Non, mais c'est pas la peine de t'énerver. Ce que je te dis, c'est qu'il y a des situations qui sont d'une injustice effroyable. Et à un moment donné, il faut aussi comprendre ça, c'est que l'injustice ressentie par ces femmes qui se retrouvent avec 20 € par enfant est tout simplement inimaginable. Voilà. Ensuite, ce que je veux te dire, c'est qu'au moins, la personne a pu avoir 115 €, Juliette. C'est juste ça. Oui, elle a des allocations. À la fin, elle touche effectivement. Mais non, je te parle de l'allocation soutien familial. Oui. Mais le problème, c'est que tu coupes la parole et c'est compliqué. Elle touche. Juliette, laissons Fatima expliquer. Oui, elle a du mal. Elle touche la somme. Est-ce que c'est normal? Autre point qui est anormal, c'est pourquoi faut-il tout le temps devoir aller devant le juge pour faire moduler cette pension? Est-ce que ce serait pas mal d'envisager un système? Je veux juste te dire à ton amie qui a 20 €, qu'au moins, si elle fait les démarches auprès de la CAF, on lui rajoute 95 € par enfant. Grâce à la CAF, elle sera moins dans la difficulté au moins. Oui, c'est tout ce que je voulais dire.
Ce qui compte aussi, c'est de comprendre qu'il y a une injustice sociale fondamentale par rapport à tout ça. Est-ce que je peux intervenir sur deux, Bien trois sûr, points vas-y, moi c'est bon, j'ai fait importants, mon laïus. notamment sur le dernier. Juste, Juliette, on a corrigé dans la loi, il est possible maintenant de passer de faire ces changements directement à la CAF et de ne pas passer devant le juge. C'est des mesures, je l'ai porté personnellement dans la loi justice qui était portée par Nicole Belloubet. Alors, en cas d'accord, parce qu'effectivement, beaucoup de couples, à un moment donné, sont d'accord pour moduler, et donc, ce n'est pas forcément nécessaire de retourner devant le juge, et donc de pouvoir faire ça directement avec la CAF, sachant que les services de la CAF eux-mêmes sont demandeurs de cette régulation faite. Alors, il reste qu'à partir du moment où il y a un désaccord, il faut un juge. Hein. Et donc ça fait partie des grandes réformes qu'on a portées sur la CAF, que ce soit bien entendu le versement de la pension automatiquement, les corrections qui peuvent se faire dessus, les services et les agents de la CAF savent faire. Il y a une demande par contre quand même des agents de la CAF qui est importante et à laquelle il faudra répondre, c'est que ces dernières années, à la CAF, on donne des missions de plus en plus et quand même on retire des agents. Et donc il va falloir et j'y pense que Fatimata, c'est vrai, je l'ai vu avec l'accord. On a cet enjeu parce que la CAF, en fait, de plus en plus, notamment avec les nouveaux moyens technologiques, avec la formation des agents, peuvent faire des choses qui vont faciliter le travail de la justice et vont faciliter la vie de nos concitoyennes et des concitoyens, et là, en l'occurrence, des ex-conjoints. Après, je pense qu'il y a une vraie question sur la pension alimentaire qui est posée. Juliette, tu l'as dessinée là, c'est que la pension, c'est le nom de la pension alimentaire. Vous voyez, même là, on parle de pension alimentaire. Ce n'est pas son nom, la pension alimentaire. À chaque fois qu'on dit ça, on donne l'impression à travers ça, d'ailleurs, que c'est une pension qui est due à l'ex-conjoint plutôt qu'aux enfants. Le vrai nom de la pension alimentaire, c'est la contribution à l'éducation des enfants, à l'éducation et à l'entretien des enfants. C'est ça, le nom juridique. Ça, les Anglais utilisent ce terme-là. Alors j'ai plus le nom en tête d'ailleurs, mais qui porte très, très justement son nom. Alors que nous, il y a un problème de compréhension autour de cette prestation due d'un conjoint, non pas à l'autre, mais à ses enfants, en fait, et à l'entretien et l'éducation de ses enfants, et qui fait souvent qu'entre ex-conjoints, il est pas rare d'entendre « Non, non, mais j'en ai ras-le-bol de donner à mon ex-femme ce revenu alors qu'elle l'a. » On perd de vue que cette contribution, elle n'est pas due à l'ex-conjoint, elle est due pour l'entretien et l'éducation des enfants. Pour la correction des inégalités salariales, il y a un autre dispositif qui s'appelle la prestation compensatoire, sur laquelle il faut travailler. Par ailleurs, mais c'est important on parle trop, il faudrait parler de la contribution parce que c'est vraiment important pour le deuxième point qui était soulevé, de revoir les barèmes qui définissent le montant de la contribution entretien, éducation des enfants, qui aujourd'hui, effectivement, va être trop pris en fonction des besoins des adultes et pas en fonction de répondre aux besoins des enfants. Et donc là, on a tout un travail. Il y avait eu un engagement au banc à l'Assemblée nationale de la garde des Sceaux à l'époque, Nicole Belloubet, de retravailler les barèmes, qui au passage, les barèmes sont les mêmes quelle que soit la région où on vit. Alors qu'on sait très bien que les niveaux de vie ne sont pas les mêmes. Enfin, pas les niveaux de vie, mais le coût de la vie n'est pas le même selon la région où on vit. Notamment, je suis député francilien, de voir que le barème est le même que sur notre région, par exemple la Bretagne, où je suis très attaché, où j'ai beaucoup d'attaches, ça je veux fâcher personne, est difficilement compréhensif. Et donc, il faut qu'on revoie ces barèmes qui sont très anciens, qui ne correspondent plus à la réalité d'aujourd'hui. Et donc là, il y a tout un travail de révision des barèmes qui pourrait répondre à ce que tu soulignais tout à l'heure, de contribution minimale, qui en fait pas une contribution minimale, mais en tout cas, il faut des barèmes définis qui s'imposent, bien entendu, aux ex-parents, tout en prenant quand même en compte, bien entendu, la réalité pécuniaire de chacun, notamment du parent qui verse. Il faut qu'il ait les moyens de verser, bien entendu. Moi, je pense que je suis désolée de te couper, Guillaume, mais... Et un dernier point, Juliette, et ça, tu sais, on en avait beaucoup parlé ensemble, mais à un moment donné, il faudra s'attaquer à la fiscalité de la contribution entretien, éducation. D'accord, mais sache que j'ai des propositions à faire. Il n'est pas normal que ce soit le parent qui perçoit la contribution, qui paye des impôts dessus, sans en avoir les droits sociaux qui pourraient être afférents à ces salaires, et qui peuvent entraîner ce qu'on avait vu dans un rapport de la délégation aux droits des femmes, le fait de percevoir une contribution à l'entretien
à l'éducation des enfants peut vous faire passer certains niveaux de rémunération qui vous font perdre des prestations sociales, par exemple. Et donc peuvent appauvrir. Et donc on va en effet, c'est regarder de très près actuellement avec les services de la CAF, de ne pas avoir un effet secondaire qui n'est pas voulu avec la généralisation de l'automaticité du versement des contributions à l'éducation des enfants, la C3E, qui entraînerait de facto des femmes qui, hier ne l'apercevaient pas, mais aujourd'hui l'apercevraient, et de facto, en l'apercevant, perdraient des droits sociaux et pourraient avoir un abaissement de leur niveau de vie Je l'ai développé dans mon nutrition. Et donc ça, c'est les travaux qui sont menés avec la CAF pour, bien entendu, avoir les correctifs fiscaux nécessaires. Non, mais ce que tu dis est extrêmement intéressant. Et moi, je crois qu'effectivement, c'est ça aussi, cette histoire-là. Beaucoup maintenant de couples se séparent. Beaucoup de couples arriveront au divorce. Certains se marieront même plusieurs fois dans une vie, auront des enfants avec plusieurs personnes différentes. Et on est dans un système qui est calé sur une ancienne tradition, à mon avis, qui est quand même liée à un beau petit Roland de patriarcat, qui est cette histoire de, voilà, normalement, on est supposé rester en couple. Il y a beaucoup de gens qui ne divorcent pas d'ailleurs à cause de ça. Comme il y a eu ces réformes pour le divorce, ça n'a pas suivi, je trouve, en termes de protection des enfants. Alors, je sais qu'il y a des hommes ou des femmes qui n'auront pas les moyens de payer la pension alimentaire plancher. Mais moi, je suis désolée, je pense que mettre au monde un enfant dans ce bas monde implique des devoirs. Alors, si la personne n'a pas les moyens de payer, éventuellement, effectivement, trouver un système de, voilà, ou pour le manquant, on va dire ça comme ça, que la société, entre guillemets, prenne en charge ce type de choses. Mais on ne peut plus avoir, moi, je ne peux plus supporter de voir des amis qui me disent « je n'ai que 20 € par enfant parce que, comme par hasard, mon conjoint n'est pas un salarié comme moi, ses revenus, je n'ai pas visibilité dessus. » Et ça, c'est la société, c'est les enfants qui sont volés, ce sont ces femmes aussi qui sont volées, parce que tous ces enfants-là et toutes ces femmes et ces familles monoparentales en difficulté, elles sont en situation de pauvreté, c'est en majorité, voilà, sous le seuil de pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moins d'études, moins d'égalité des chances, moins de perspectives de vacances, de plein de choses qui font qu'un enfant, plus tard, peut espérer avoir plus de chances qu'un autre qui a tous ces moyens-là, qui peut avoir des livres, des tas de choses, voilà, même si je force peut-être un peu le trait. Mais oui, j'espère que vous ferez quelque chose là-dessus et ce sera intéressant d'avoir des propositions concrètes pour changer ça et pour faire sortir des femmes qui ont des enfants de cette situation de pauvreté, sachant qu'on fait tout un foin, bon, désolé de le dire comme ça, sur la démographie du pays. Et ben nous, quand on a des enfants, effectivement, on produit, entre guillemets, des personnes qui vont être actives un jour, qui vont avoir leur place dans l'économie. Une femme avec beaucoup d'enfants, mais qui a été mère au foyer toute sa vie et qui a mal cotisé et tout ça, elle aura une retraite probablement bien inférieure à une femme qui a travaillé, qui n'a pas du tout fait d'enfants, ou un homme qui... voilà, enfin bon, et ça pose question, tout ça. Il faut réfléchir aussi à valoriser cela. Bon, on va passer Juliette, il faudrait salarier la mère au foyer. Moi, je pense, alors il y a des discussions, on en avait eu avec Séverine Lémière, qui est économiste spécialiste sur le genre. On avait fait plusieurs réunions là-dessus. On avait de grands désaccords. Moi, je lui parlais de pension alimentaire, plancher, tout ça. Elle me disait, oui, mais il faut qu'on pousse les femmes à aller travailler à l'extérieur. Ce n'est pas normal même qu'on puisse dire qu'une femme peut ne pas travailler. Mais tout ça, c'est conceptuel. Il faut qu'on réfléchisse à comment valoriser ces enfants. Et on aura d'ailleurs demain tout un volet sur l'économie et sur la question du calcul du PIB de la retraite, de comment on valorise, entre guillemets, alors je suis désolée de le dire comme ça, mais là, la production d'un enfant dans la société française. Voilà, au-delà de sa charge, mais aussi voilà, de voir ce qu'il rapporte plus tard à la collectivité. Bon, on va passer à la question suivante qui est pour Guillaume. Les modes de transmission des noms de famille sont-ils un facteur d'inégalité familiale et sociale?
Bon, désolée, c'est un peu… Non, mais j'essaie d'aller assez vite parce que le temps tourne aussi. Je veux un peu le maître du temps, mais bien entendu, c'est une inégalité. Il faut en prendre conscience aujourd'hui. C'est le fruit de l'histoire de nos sociétés, hein, dans laquelle effectivement il n'y a que le nom de l'homme qui se transmettrait et qui au fond trouve ses origines dans l'histoire du droit de propriété. Donc quelque chose de quand même profondément inégalitaire. Il n'y aurait que l'homme qui peut transmettre le nom. Et donc c'est une source bien entendu d'inégalité. C'est une source d'inégalité, c'est une source derrière de profonds, de réels problèmes pour les familles et pour les femmes, et pas qu'au moment du divorce, parce que ça amène derrière souvent les femmes à devoir, lorsqu'elles vont faire des démarches administratives avec leurs enfants par exemple, à devoir prouver avec des justificatifs qu'elles sont bien les mères des enfants. Et que cela peut avoir même des difficultés quand un déplacement par exemple à l'étranger, quand vous allez en Angleterre, il faut prouver que vous êtes bien la mère, et si les deux noms ne sont pas sur les papiers d'identité, ça entraîne des difficultés. Alors, des difficultés renforcées encore plus lorsqu'il y a un divorce. Et donc, aujourd'hui, il faut vraiment que notre pays, alors c'est le cas, puisqu'il y a un décret qui est en cours de travail, je n'ai pas vraiment compris s'il était sorti ou pas, j'ai eu l'information cette semaine, mais pour qu'il y ait… Il a été annoncé sur France Inter hier. Il était annoncé, j'étais surpris parce que je ne sais pas trop, voilà, moi j'ai vu comme tout le monde d'un seul coup l'annonce comme quoi il était au Conseil d'État, et donc qui rendrait automatique les doubles noms sur les papiers d'identité, que les enfants au fond pourraient faire, enfin que les individus pourraient faire le choix au moment de leurs 18 ans de savoir s'ils gardent les deux noms ou s'ils n'en gardent qu'un seul. Mais je pense que ça clarifierait bien des situations, ça faciliterait les choses, et ce ne serait qu'égalité de traitement entre les deux parents. Et je le dis avec d'autant plus de conviction que vous avez bien noté que je m'appelle Gouffier-Chat, et que eh bien, Gouffier, c'est le nom de mon père, le Chat, c'est le nom de ma mère, et que j'ai dû moi-même prendre le nom de Chat à la fois pour reconnaître tout ce qu'avait fait ma mère en tant que maman solo, mais aussi parce qu'à un moment donné, au moment du brevet, puis du bac, j'avais eu des problèmes administratifs du fait de ne pas avoir le nom de ma mère sur mes papiers d'identité. Et donc, c'est à l'âge de 18-19 ans que j'ai pris le nom de Gouffier-Chat. Et pour la petite histoire, eh bien, dans quelques jours, je reprendrai le nom de Gouffier, puisque je me marie et que ma compagne souhaite qu'on prenne le même nom, mais tout en gardant le nom de nos parents sur nos papiers d'identité. Mais je pense qu'il faut de la souplesse dessus, et je pense que c'est important qu'on puisse avoir les deux noms, en tout cas des deux parents, le nom des deux parents sur les papiers d'identité pour les enfants. Merci beaucoup. Donc, effectivement, ce qui est important, le choix et puis la facilité administrative à faire ce choix. Déjà, ça, ce qui serait bien. C'est du concret. Après, ce qu'on lutte aussi en mettant en place ça, c'est ce qu'il y a derrière sur la transmission du nom. C'est vraiment du droit de propriété à la base. C'est ça, parce que le mariage était un contrat, et donc la femme prenait le nom du mari comme tous les enfants, parce qu'au fond, c'était les propriétés de l'homme. C'est ça qu'il y a derrière le fait du nom qui ne se transmet que du côté des hommes en cas de mariage ou en cas de naissance d'enfants. Voilà, aujourd'hui, c'est plus, on va dire, une tradition, quelque chose qui effectivement se transmet. Donc, il y a égalité à recréer entre les femmes et hommes au sein du couple, et puis derrière, pour des conforts administratifs, laisser les gens s'organiser sur les noms qui transmettent, mais au moins qu'au départ, les enfants aient les deux noms sur les papiers d'identité. Oui, bon, moi j'ai pris le nom du mari, mais je précise qu'il faisait plus de 16 lettres. Donc, si on avait dû additionner les deux, déjà la Sécu coupe une partie du nom. Donc, j'ai choisi tous les prénoms des enfants en compensation, je précise. Voilà. Mais donc, on va passer à la question suivante. Les allocations familiales peuvent-elles être source d'inégalité femmes-hommes? Alors, c'est pour Fatimata Niang. Pour moi, non. Ce n'est pas une source d'inégalité entre les femmes et les hommes. Les allocations familiales ne sont pas source d'inégalité entre les femmes et les hommes, parce que du coup, je trouve que l'allocation familiale fait beaucoup, notamment pour les familles monoparentales. Et dans les familles monoparentales, il y a plus de femmes. Quand je compare l'ancien quinquennat et ce quinquennat-là, il y a énormément de choses qui ont été faites pour
améliorer la situation financière des familles monoparentales. Par contre, la seule chose pour moi qu'il faut vraiment revoir, c'est ce que disait tout à l'heure Guillaume, c'est la partie pension alimentaire. Parce qu'en fait, par exemple, une personne qui est seule, ou même en couple, mais une personne qui est seule, qui a une pension alimentaire, quand elle fait sa déclaration trimestrielle pour, par exemple, la prime d'activité, l'allocation du handicapé, le RSA, quand elle déclare sa pension alimentaire, qui est justement une contribution pour la charge et l'éducation de l'enfant, et bien du coup, ça diminue ses droits. Des moments, elle n'a plus le droit à ses prestations juste parce qu'en fait, elle a déclaré la pension alimentaire. Et la partie aussi, je pense qu'il faut améliorer, c'est la partie où une personne qui met l'argent de côté, l'argent qui est mis de côté est à déclarer. Donc, quand elle déclare l'argent qu'elle a mis de côté, une personne qui met l'argent, une personne, par exemple, on prend deux personnes qui ont le même salaire. Un va dilapider son salaire tous les mois. L'autre va mettre de côté parce qu'elle veut faire attention. La personne qui met de côté doit le signaler. Elle doit dire oui, j'ai mis de l'argent de côté. Et l'argent qu'elle a mis de côté est pris également en compte dans le calcul de ses droits. Et ça, je trouve que c'est des choses qu'il faut revoir. C'est juste ces deux parties-là qu'il faut revoir. Mais après, je trouve que ce quinquennat-là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a énormément de choses qui ont été faites pour améliorer la situation par rapport à l'égalité femmes-hommes. Nous, par exemple, au travail, on a tous reçu une formation sur tout ce qui était en lien avec les violences conjugales. Et la formation était vraiment très, très bien faite. Et je trouve que c'était intéressant. Et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent à la CAF. Il y a plus de femmes que d'hommes. On va dire qu'il y a les 85%, c'est des femmes. Mais non, moi, je ne vais pas dire que c'est source d'inégalité. Quand je prends mon point de vue à moi… Alors attention, attention, parce que toi, vous regardez beaucoup sur les familles monoparentales. L'horloge. Attention, parce que moi, quand je vous pose la question, il faut aussi prendre en compte les gens qui sont en couple, qui sont mariés. Et donc, vous avez un certain nombre, par exemple, vous avez un certain nombre de femmes au foyer. Je te fais le descriptif aussi. Voilà, autre mœurs, voilà, femmes au foyer avec 2-3 enfants, 4. Je te donne l'exemple de l'amie qui a les 4 enfants, d'ailleurs qui a fini aussi divorcée dans un HLM. Mais bon, ça, c'est un autre point. Ça coûte très cher une séparation. Donc, 4 enfants. Elle a des allocations familiales. Le problème, c'est qu'effectivement, du coup, le conjoint, qu'est-ce qu'il fait? Parce que vous avez un certain nombre de personnes qui vont se marier en séparation de biens. Vous avez, voilà, il se marie en séparation de biens, il considère que son argent, c'est le sien. Celui de sa femme, c'est limite. Si ce qu'elle a le droit d'avoir, entre guillemets, entre les mains, c'est les allocations familiales. Et donc, vous avez tout un système qui fait qu'une femme qui est mariée avec des enfants peut se retrouver dépossédée, on va dire ça comme ça, des allocations familiales parce que tout va sur le compte bancaire de son conjoint. Il ne verse effectivement que la somme. Les allocations aussi sont des allocations en France qui sont souvent des allocations dites de solitude. Ça veut dire que si vous êtes 2 personnes au RSA, eh bien, hop, vous vous êtes mis ensemble, et bien du coup, il y a un certain nombre, vous n'allez pas cumuler les deux, vous allez avoir une diminution. Je coupe rapidement, j'ai compris ce que tu voulais dire. Voilà, la question est la suivante. Oui. La question est la suivante. Sur ce point-là, comment doit-on réfléchir là-dessus par rapport à ça? Et on laissera aussi peut-être parler Lucille. Je te prends ce point-là. Je l'avais développé, j'allais en parler justement après. Parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui voulaient qu'on sépare, qu'on enlève les revenus du conjoint, par exemple, en cas de versement d'allocation adulte handicapé ou par exemple de RSA. Parce qu'ils disaient que quand on tient en compte de l'allocation adulte handicapé, et ben, du coup, il y a moins de droits. Mais on a tendance à oublier que c'est un minimum social. C'est un minimum social. Moi, je pense que pour un minimum social, on doit tenir compte des revenus de tout le foyer. C'est normal. C'est tout à fait normal. Et je te dis ce que je pense que tous mes collègues qui travaillent dans n'importe quelle CAF de France vont penser la même chose. Quand on a droit à un minimum social, c'est normal qu'on prenne en compte les revenus du conjoint. Pour moi, c'est tout à fait normal. Je pense que c'est une façon de rendre de façon parce qu'en fait, extrêmement dépendante. Tu ne vois pas le côté, tu vois pas parce que tu ne vois pas la violence de la domination économique, sociale. Non, mais c'est pas ça. Moi, je te parle mariée avec. Je te parle juste des minimums. Tu me coupes constamment la parole. C'est énervant. Non, mais je comprends ton point de vue, mais sache que j'ai pas forcément. En fait, c'est juste, moi, je te parle juste par rapport au minimum social. Tout ce qui est minimum social, c'est l'allocation adulte handicapé et le RSA. Pour ça, c'est normal qu'on tienne compte des revenus du conjoint.
Non, mais là, je te parle par rapport au revenu du conjoint. Juste cette partie-là, pour moi, parce que j'en ai vraiment beaucoup entendu parler, c'est normal qu'on en tienne compte. Après, par rapport aux allocations familiales, effectivement, il y a un moment, nous, on dit ça comme ça. Désolée, hein, moi, j'utilise mon langage technique, je vais faire attention. Après, quand je regarde d'un point de vue, effectivement, il y a des personnes qui faisaient une captation des prestations familiales, on l'a vu. Et il y a des personnes qui nous l'ont signalé. À partir du moment où on nous signale qu'il y a une captation de la prestation familiale, on enlève, ce qu'on fait, c'est qu'on réclame le RIB, par exemple, de la femme et on verse les prestations sur son compte directement. On ne verse plus sur les comptes du conjoint. Il y a une note qui est mise dans le dossier indiquant ne pas changer le RIB et on ne change pas le RIB. Mais on ne peut pas être au courant qu'il y a une captation si on ne le signale pas. Et des moments, c'est les assistantes sociales qui vont nous le signaler ou alors c'est la personne elle-même qui va le signaler. Et après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de rester discret. On ne dira pas, par exemple, au conjoint, oui, non, on ne peut pas, c'est de la volonté de votre femme parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Mais quand il y a des captations et qu'on est au courant de la captation, on intervient et on fait nécessaire pour que la prestation soit versée sur le compte de la femme. Après, j'ai compris ce que tu m'as dit par rapport au fait que oui, par exemple, quand il y a une séparation, la femme, du jour au lendemain, va se retrouver seule avec juste... Là, par exemple, aussi, une intervention de la CAF qui va aider, par exemple, les familles qui se retrouvent du jour au lendemain seules. On va augmenter le montant des droits pendant la première année pour l'aider à supporter cette séparation. C'est pour ça qu'en fait, pour moi, quand je te dis, pour moi, la seule inégalité, c'est par rapport à la prise en compte de la pension alimentaire. Pour moi, c'est vraiment la grosse inégalité. Ça, c'est l'inégalité, on doit faire quelque chose par rapport à ça. Mais après, par rapport au reste, après, je ne sais pas si c'est parce que j'ai le côté, je ne sais pas si c'est mon côté qui est trop technique par rapport au fait que moi, je travaille dedans et que je vois constamment des choses. Pour le reste... Mon côté trop témoin de famille, entre guillemets, dite un peu traditionnelle, d'épouses qui arrêtent de travailler après le 3e enfant et qui se retrouvent ensuite dans des situations inextricables. Mais bon, je suis désolée, on doit passer à la question suivante. C'est pour ça, la conciliation vie privée, vie familiale. Bon, pourquoi le congé parental est-il si peu pris par les hommes? Le congé paternité doit-il être rendu obligatoire? Et la question est pour Lucille Desjonquers. Il faut réactiver le micro. Effectivement, très peu d'hommes prennent le congé parental, prennent le congé paternité de quelques jours, bien sûr, mais pas le congé parental, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il est moins rémunéré, donc cet argent est nécessaire au foyer. Et la deuxième raison, c'est qu'ils ont très peur de ne pas retrouver leur job en revenant. Même s'il y a un engagement de la part de l'employeur de garder cette place au chaud, si je peux m'exprimer ainsi, la réalité est peut-être celle-là, mais le papa va craindre justement ensuite devoir perdre des promotions possibles, de ne pas retrouver le poste tel qu'il avait été, parce qu'en son absence, l'entreprise a continué d'avancer, de gérer des crises ou de croître, et que il a très peur d'être évincé, tout simplement, ce qui est humain. Mais bon, cela dit, au Canada, je crois qu'il y a des congés parentaux d'1 an répartis 6 mois entre le père et la mère. C'est quand même un bon système, je trouve, où il y a vraiment un engagement clairement défini de la part de l'employeur qui rassure les pères sur la possibilité de retrouver leur emploi tel qu'ils l'ont laissé. Et c'est une excellente chose à la fois pour le couple et pour les enfants. Le bébé découvre le papa au même titre que la maman et c'est une relation triangulaire, équilibrée et qui fait du bien. Votre deuxième question, c'était ? C'était le congé paternité doit-il être rendu obligatoire? Oui. Oui. C'est très discriminant. Moi, je suis chasseur de tête et je le vois bien. Ce n'est pas dit ouvertement, mais lorsqu'il y a des shortlists dans lesquelles il y a des femmes de 30 ans, qui est l'âge auquel on commence à avoir des enfants, et des hommes de 30 ans, il y a quand même des tendances à aller prendre les hommes parce qu'il y a quand même l'idée de se dire il ne va pas nous faire un bébé dans l'année. Ouais. Ouais, et c'est vrai que maternité doit se faire et c'est vrai que 30 ans commence à être l'âge où les mamans ont leur bébé et que cette crainte est justifiée et qu'il va y avoir des bébés, bien sûr. Alors, il y a des entreprises qui sont extrêmement sociales et solidaires, qui le savent et qui l'acceptent. Moi, j'en ai même qui embauchent les femmes enceintes, qui savent qu'il y a le congé maternité qui va arriver derrière.
Mais bon, cette candidature-là plaît beaucoup. Il y a des compétences rares et ça arrive, hein, on ne va pas diaboliser tout le monde. Mais aussi, il y a l'effet Moi, inverse. j'ai vu aussi des choses, oui. Mais c'est sûr que, en tout cas, pour moi, personnellement, je pense qu'il faudrait le rendre obligatoire juste Ouais. par souci pour éviter la discrimination dont… Voilà, je pense que ça résoudrait beaucoup de problèmes. Voilà. Mais après, Non, peut-être que Guillaume veut dire un mot aussi là-dessus. Si tu as envie de te prononcer sur le congé paternité obligatoire. Moi, Là, il a été augmenté en durée, mais est-ce déjà, que… il a été augmenté, c'est une bonne chose. Moi, je suis assez pour Oui. le rendre obligatoire aussi parce que c'est là aussi une autre vision de société en fait qu'on développe. Alors moi, je vois un petit mot. Moi, par contre, je suis opposé. Hein, salarier les femmes au foyer. Non, ce qu'il faut permettre, c'est justement le partage des tâches au sein de la famille, qui reviennent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Sortir d'une société française où encore aujourd'hui, eh bien, et justement, on vient à la première question, les stéréotypes font que le domaine, on va dire, de la maison, du foyer ou de la vie familiale est automatiquement attribué aux femmes, ce qui fait que enfin, voilà, on pose la question du salarié femme au foyer, mais pas du salariat homme au foyer, au-delà du fait que on va dire que c'est pas un métier, on n'est pas salarié de ses enfants ou de son conjoint, d'une certaine en tout cas pas sur ce qui relève de la vie. Il faudra qu'on réfléchisse en tous les cas à la question de ces allocations familiales. Il faut davantage avancer sur le partage des tâches, sur le partage de l'engagement au sein de la vie familiale et du foyer, que ça passe à un moment donné quand l'enfant arrive, eh bien, par le partage de la responsabilité que représente l'arrivée d'un enfant et que le congé paternité puis parental en est quelque chose qui, à un moment donné, doit entraîner ce partage de responsabilités, qu'on doit évoluer dans nos entreprises, parce que pour que cela se passe bien, il faut qu'on évolue dans notre société, dans nos entreprises. Il y a des pays où, quand vous ne prenez pas votre congé, que ce soit d'ailleurs l'entièreté du congé, enfin le congé paternité pour les hommes, c'est mal vu. C'est bien ça. Moi, je me souviens d'avoir échangé avec des Suédois qui expliquaient que quand tu ne prends pas ton congé paternité, tu n'as pas d'évolution de carrière derrière. Et que c'est indispensable, ça montre aussi ton engagement. Voilà, c'est quelque chose de nécessaire et que les perspectives de carrière se font une fois qu'on a eu le congé paternité ou parental, je ne sais plus comment c'est organisé en Suède, mais c'est quelque chose de mal vu que de ne pas le prendre. En France, c'est qu'on s'est mal vu de le prendre. On ne peut pas rester dans quelque chose de cette nature. Et par ailleurs, pour les femmes, bien entendu, avoir un regard totalement différent sur ces périodes de vie où effectivement, eh bien, ça demande d'organiser la vie professionnelle d'une manière différente. On y a apporté une petite réponse, je pense, dans la dernière loi, qui n'est pas encore votée entièrement, mais la proposition de loi qui est en cours de discussion au Parlement, qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui est la loi Marie-Pierre Rixain sur l'égalité économique, où par exemple, on va pousser les entreprises à pouvoir organiser le télétravail pour les femmes durant les 3 derniers mois de grossesse. La réflexion qui est derrière, c'est bien entendu voilà, que le travail s'adapte à cette situation et que ça ne freine pas les constructions de carrière des femmes dans notre société. Que ce soit même plutôt quelque chose qui peut renforcer aussi la construction de carrière, en tout cas qui n'écarte pas. On reviendra aussi tout à l'heure sur l'index égalité professionnelle qui On va passer à la question suivante. Désolée, c'est parce que c'est en lien en plus avec tout ce que tu as dit. En quoi la répartition des tâches domestiques est-elle un frein à l'égalité femmes-hommes selon vous, Fatimata? Enfin, selon toi, Fatimata. Je m'excuse à l'avance parce que je suis dehors maintenant parce que j'avais dit ma fille elle avait un rendez-vous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on t'entend. Donc, vous m'entendez bien? La répartition des tâches domestiques, en quoi est-elle un frein à l'égalité femmes-hommes? On sait déjà que c'est un frein à l'égalité femmes-hommes. On a pu le voir déjà pendant le confinement où il y a énormément de femmes qui ont eu un burn-out parce qu'on s'est rendu compte on le savait déjà, que la répartition des tâches n'était pas du tout équitable. Par contre, moi, j'ai farfouillé un petit peu sur Internet et en fait, ils disent qu'en fait, l'homme fait 2h34 en moyenne. Non, la femme fait 2h34 en moyenne et l'homme, il fait 2h10. Moi, j'avais vraiment l'impression que c'était beaucoup plus que ça. J'ai pas l'impression qu'il y a un écart de 24 minutes entre les tâches ménagères entre les femmes et les hommes. Omera, tu fais demi-tour. Excusez-moi.
Et moi, j'ai comparé déjà. Quand je compare avant, quand on prenait par exemple le congé parental, c'était sur 3 ans. On sait qu'un enfant, il va à l'école à partir de l'âge de 3 ans. Et depuis le quinquennat de Hollande, c'est passé à 2 ans maximum. Le problème, c'est qu'on sait très bien que les hommes ne prennent pas tous le congé parental. Avant, il y en avait même le congé parental à taux partiel. Je prends l'exemple, en 2014, il n'y avait que 3,9% d'hommes qui prenaient le congé parental à taux partiel. Et là, ils sont passés à 5,2%. Et en général, le problème, c'est que du coup, il y a une année où l'enfant, il n'a pas de. On ne peut pas prendre la personne, la femme ou l'homme, généralement c'est la femme, elle ne peut pas se mettre en congé parental et elle se retrouve une année avec l'enfant. C'est soit elle diminue son temps de travail, donc elle est obligée de diminuer son temps de travail, donc du coup, ça favorise encore une inégalité. Donc du coup, elle reste à la maison, elle s'occupe des tâches ménagères, des tâches domestiques, celle qui va récupérer l'enfant quand il est malade, celle qui s'occupe de l'enfant quand il a besoin de X ou Y, elle s'occupe du ménage. Et moi, ce que je trouve qui serait bien, c'est qu'on remette déjà le congé parental comme il était avant. En plus, ça a été, quand j'ai regardé, il y a une étude qui disait que ce serait bien de le remettre à 3 ans, le congé parental, peu importe, parce que laisser juste 2 années, et encore dans les 2 années, au final, on se retrouve avec 19 mois parce qu'on enlève le congé maternité. Ça, c'est une grosse inégalité. Et ça pousse encore plus la femme soit à faire le choix de travailler à 80%, soit à rester à la maison, parce qu'il y a des femmes qui prennent le congé parental taux plein, à rester à la maison, ça n'incite pas à travailler et ça n'a pas résolu le problème. D'accord. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Oui. Alors après, je voulais juste développer la partie par rapport au confinement. On a vu pendant le confinement qu'il y a eu un épuisement silencieux de nombreuses femmes à la sortie du confinement parce qu'elles ont accumulé les tâches professionnelles domestiques. Et quand vous devez travailler et en même temps, on doit gérer les devoirs à la maison, on doit gérer le ménage et qu'on se rend compte que c'est la femme au final qui a géré tout ça, ça a créé beaucoup de burn-out. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup de demandes. Il y a eu beaucoup de demandes de prise en charge psychologique chez le psychologue pour ces femmes-là. Et en fait, j'ai l'impression qu'on ne parle pas assez de tout ça, en fait, de l'effet post-confinement. Alors, du coup, on va passer à la question suivante. La société a-t-elle le devoir de prendre collectivement en charge la garde des enfants? La question est pour Guillaume Gouffier-Cha. Merci Juliette. Quand je vois cette question-là, déjà, pourquoi on se la pose? Là aussi, c'est parce que il y a des inégalités énormes. Et avec des inégalités qui ont des conséquences terribles. Des inégalités sur les différents modes de garde, sur l'accès à la garde, sur le coût que la garde d'enfants peut représenter durant les premières années et sur les conséquences que ça peut avoir sur l'emploi des femmes dans notre société. Parce que quand il n'y a pas une solution adéquate, quand il y a un coût, quand il y a une solution mais avec un coût bien trop fort, avec un reste à charge beaucoup trop important, on est dans une société où dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la femme va arrêter son emploi pour garder elle-même les enfants. Cela arrive que des hommes fassent ça, mais c'est quand même plutôt rare dans notre société. Et donc, je ne sais pas si notre société a le devoir de prendre, c'est-à-dire si on devrait créer un droit à... je pense que notre société a le devoir, en tout cas, de proposer un accès à chacune et chacun à un système de garde adapté. Et adapté à la réalité territoriale où on vit, adapté à la réalité professionnelle que peuvent avoir les uns et les autres. Et donc là, on va dire sur de 0 à 3 ans, en tout cas, il doit y avoir automatiquement des offres. C'est un peu quand on dit, pour reprendre un peu ce qu'on a fait sur les jeunes, un jeune, une solution, il faut qu'il y ait un enfant, une solution, automatiquement. Et avec un reste à charge nul ou quasi nul pour la famille. C'est là où notre société a un devoir pour avancer et que ça aura des conséquences déjà bénéfiques, je pense, pour les enfants et bénéfiques dans la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes. Sachant que quand j'ai vu cette question-là, j'ai demandé à quelques-uns, on arrive à obtenir des avancées dessus. Mais il faut aller plus loin d'une certaine manière en pensant bien qu'a-t-on fait depuis le début du quinquennat? On a rendu l'école obligatoire à 3 ans. Je pense que la prochaine étape, et c'est un grand vecteur d'égalité,
la prochaine étape, c'est ces 1000 jours qui sont fondamentaux pour les enfants, qui permettent de lutter contre les inégalités et qui sont avec conséquence pour lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes. Il faut vraiment qu'on avance sur un enfant, une solution, avec un reste à charge nul ou quasi nul. Ça, je pense que nous devons réussir à avancer. Et je tiens à vraiment, en prenant en compte la différence de réalité des territoires. Ça, c'est quelque chose de capital. Dans les systèmes de garde, je rajouterai un jauge parce que je ne sais pas, peut-être que la question, tu l'imagines. Je vois que c'est la crèche beaucoup. Ouais. Je pense que dedans, il faut qu'on rajoute 2 autres questions, que je rajoute comme ça sur des choses qui nous ont été remontées du terrain. La première, c'est sur l'accompagnement des familles au-delà de 6 ans, parce qu'on a vu beaucoup justement de familles monoparentales où, tu sais, j'ai plus le nom de l'aide sociale, la PAJE, qui va jusqu'à 6 ans et qui s'arrête à 6 ans. Et ça, c'est pas acceptable. Il faut que ça aille jusqu'à 11, 12 ou 13 ans. Il faut voir selon la faisabilité, mais c'est indispensable parce qu'on se retrouve avec là aussi, pour le coup, des familles ou des femmes isolées, enfin maman solo, qui ont des systèmes d'accompagnement jusqu'à 6 ans, où d'une certaine manière, on considérait que l'enfant est autonome, je ne sais pas, à partir de 6 ans. On se retrouve avec des grosses difficultés, mais énormes, entre 6 et 10 ans notamment, et qui les amènent là aussi à quitter leur emploi. Je pense que nous devons faire évoluer ces têtes. Et le dernier point, c'est sur l'accompagnement des élus dans ces dispositifs de garde, parce que là aussi, on voit que les femmes sont écartées de la vie politique, notamment, et du fait notamment quand il y a les enfants, parce que il est difficile de dégager alors du temps pour la garde d'enfants. Je pense que c'est indispensable, c'est une mesure qu'on a mise dans la loi, mais dont le décret est vraiment inapplicable, et tout est fait pour compliquer l'application de ça, notamment pour des élus d'opposition. C'est limite si ce décret ne sera applicable que pour les députés ou les maires de grandes villes. Il faut qu'il y ait une prise en charge des frais de garde des hommes et des femmes qui exercent un mandat d'élu, un mandat syndical ou un mandat associatif, je pense, pour ne pas, justement, pour leur permettre, là aussi, de continuer à avoir une vie politique dans le pays. Donc, on a créé ce dispositif dans la loi engagement et proximité, et aujourd'hui, il faut le rendre complètement opérant, parce que moi, les retours que j'ai, notamment, c'est le retour d'élus d'opposition qui disent c'est bien sympa, mais résultat, le décret tel qu'il a été pris, il va bien si on est maire. Alors, quand je dis maire, maire d'une ville, mais quand on est élu d'opposition, conseillère municipale d'opposition, désolé, mais on ne peut pas comme ça, 2 à 3 fois par semaine, payer la babysitter et avoir 0 € d'entretien. On n'est pas du tout considéré, donc on n'a pas le droit à cette aide. Et je pense que voilà, cette aide, il faut la faciliter pour que là aussi, le fait d'avoir des enfants ne constitue pas un frein dans la construction de la carrière professionnelle, mais ne constitue pas non plus un frein à la participation à la vie de la société. Merci. On est là, Juliette, pour proposer des choses. Je pense, si je peux me permettre, il faudrait aider les entreprises avec des aides ou moins de difficultés à créer des crèches en interne et des solutions de garde après l'école où les enfants, des salariés pourraient faire leurs devoirs dans une salle avec un genre de pion, comme on voit à l'étude. Et ça, pour tous les salariés qui n'habitent pas trop loin de leur lieu de travail, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à étudier. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour les entreprises de créer des crèches. S'ils le veulent, ce n'est pas si simple. Il faudrait quand même un petit peu dans cette bureaucratie. Et bon, je sais bien qu'il y a des questions d'assurance, mais rien n'est insoluble. Donc ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée, c'est qu'il y a énormément de personnes retraitées qui ne sont pas si vieilles et qui sont aujourd'hui un petit peu, qui ont du temps et qui s'ennuient. Et peut-être les impliquer et leur demander d'aider les jeunes mamans à garder les enfants, en leur donnant justement aussi les aidant à faire les devoirs. Et ces personnes-là auraient peut-être une petite rétribution ou des parents ou de l'État, je ne sais pas, mais il faudrait impliquer les personnes âgées. Ça serait un écosystème. Oui. Mais c'est vrai que c'est intéressant, ça, c'est des solutions auxquelles on réfléchit. C'est vrai que moi, j'avais proposé des maisons de génération, j'avais appelé ça comme ça, crèche, maison de retraite ou voilà, activité senior. Un peu, voilà, imaginer d'avoir des lieux plus collectifs comme ça où justement il y aurait des activités, pas uniquement pour les petits, mais aussi pour les personnes plus âgées.
Ce croisement de génération est très riche. Voilà, parce que c'était ça, hein. En fait, on a terminé. Maintenant, on vit de plus en plus centré sur soi et la famille. Pourquoi les relais d'aide, en fait, sont rompus par rapport à tout ça en général. Et c'est ça, on ne vit plus dans des maisons avec 3-4 générations où, hop, vous étiez au travail, vous laissiez les enfants avec vos parents. Bon, on a des côtés aussi positifs, du coup. Alors, on va passer à la question suivante. C'est parce que je vois qu'on a complètement raté sur le temps. Donc, je vais poser les questions et puis vraiment, on répond en 2 phrases. Et je ne dis pas, c'est aussi de mon fait, hein, tout ça. Donc, dans quelle mesure une meilleure conciliation vie privée, vie personnelle, vie professionnelle est-elle bénéfique pour l'économie française? Est-ce que le travail des femmes pourrait contribuer à amortir le choc démographique, vieillissement de la population? Et la question, justement, est pour vous, Lucille Desjonquers. Oui, alors l'équilibre de vie privée et vie pro est indispensable, à mon sens. Et là encore, le télétravail vient grignoter considérablement sur la vie privée. On voit beaucoup de gens allumer après le dîner leur ordinateur, répondre à minuit, dès le matin, avant que les enfants soient debout, commencer à répondre à quelques mails. Et ça mène à l'épuisement et puis pas assez de temps passé en famille. Donc les enfants, on ne les voit pas grandir, on ne s'occupe pas assez d'eux. On voit des enfants sur les tablettes justement parce que les parents n'ont pas le temps de s'occuper d'eux. Et là, on ne contrôle pas en plus ceux qui regardent sur les tablettes. Donc voilà ma première réponse puisqu'il faut aller vite. Donc oui, il y a des travaux à faire en ce sens. Je sais qu'il y a une loi là qui interdit les mails à partir d'une certaine heure, mais bon, est-ce qu'elle est respectée? Ça, j'en suis pas certaine. Et la deuxième question sur la démographie, le monde entier a un problème de démographie. Je me suis un petit peu renseignée sur le sujet, sachant que vous alliez me poser cette question, donc j'ai lu quelques textes là-dessus. Et c'est un problème mondial. On a une population vieillissante accrue. Alors l'Afrique fait peut-être exception à la règle, mais même l'Asie commence à beaucoup moins avoir un taux de natalité en baisse. Et je ne parle pas de l'Allemagne où là, il n'y a aucune structure pour permettre aux mères de travailler. D'ailleurs, elles sont mal vues si elles travaillent. C'est bizarre pour un pays aussi riche économiquement. Et effectivement, alors à quoi c'est dû en France? Écoutez, c'est compliqué. D'abord, ça coûte cher d'avoir des enfants. Et puis, si on veut travailler, si on veut jumeler les deux, en avoir 3-4, ça devient quasiment impossible. Donc, je ne sais pas bien quelle est la solution là, pour pousser les femmes à faire des bébés. Mais le constat est de dire que oui, il y a un problème de natalité, c'est certain. Et qui va payer les retraites? C'est justement ce qui est induit par la question suivante. Moi, je pose des questions, mais en fait, c'est pour aussi il y a un suivi logique dans l'affaire. Pourrait-on envisager un grand plan crèche ou un droit opposable à la crèche pour tous dans le cadre du plan de relance? Alors, la question était pour Fatimata, mais elle est à son rendez-vous, donc elle sera pour Guillaume. Désolée, Guillaume, c'est pour toi. Des plans crèche, il y en a déjà eu. Oui, vraiment un droit opposable pour tous. Que je puisse, moi, je suis enceinte de 9 mois, j'ai décidé de mettre mon enfant à la crèche. Oui, mais déjà, il faut construire des crèches. Et comme le droit opposable au logement, il faut construire des logements. Moi, aujourd'hui, j'ai envie qu'on aille sur les droits réels. On a créé des droits et derrière, ils ne sont pas effectifs. Donc les gens sont pas fatigués, ils sont écœurés de ça. Non, mais vous avez droit à et qu'il n'y a pas. Arrêtez, c'est plan de relance. Construisons. La question, c'est qu'il faut construire. Oui. Voilà. Je sais pas, le plan de relance, il est surtout sur les activités d'avenir et les métiers de demain. On ne peut pas tout mettre dans le plan de relance. Je ne sais pas si en fait on a besoin de le mettre dedans. On n'a pas besoin de mettre dans le plan de relance un grand plan crèche. En fait, il faut construire. Il y a des choses qu'il faut construire aujourd'hui. Il faut construire des logements, il faut construire des crèches. Alors, ça demande de faire. Il faut construire du transport et il faut construire des infrastructures de transport ou moderniser des infrastructures de transport. Je pense que sur ces 3 points, quand je dis transport, notamment bien sûr transport en commun, transport en site propre ou mobilité douce comme le vélo. Et ça demande de faire des travaux. Je pense que les budgets sont là en France aujourd'hui, mais ça demande de faire des travaux et de ne pas faire des recours immédiatement dès qu'on a 2 pierres qui sortent du sol
dans notre pays où il est de plus en plus dur à construire. Quand je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, tous les maires qui proposent des constructions, ils se font virer aux élections suivantes. Donc, il y a une responsabilité collective de prendre conscience qu'on a besoin d'infrastructures dans notre pays et qu'on doit reprendre des dynamiques de construction et des projets de construction. Moi, je vous invite à regarder. Là, il y a des élections très prochainement. Plus personne ne parle de construction de crèches, de logements, pas assez. Et les deux étant liés d'infrastructures. Et sur les infrastructures, c'est pareil. On voit les infrastructures. Moi, je suis beaucoup plus sur les infrastructures de transport que sur le logement et crèches. Mais dès qu'on construit du transport en commun, on a des permis qui sont attaqués, on a des contestations ici ou là, et derrière, tout le monde se plaint de ne pas avoir les transports qui arrivent. Il faut construire. Nous avons besoin de construire, donc il faut, voilà. Ce que je te dirais, donc un grand plan crèche, oui, mais surtout, nous, collectivement, accepter bien de reprendre des engagements de construction et de lancer des constructions. Écoles qui ferment dans les zones rurales. Tu sais, les petites Alors là, écoles de montagne, on revient sur ne pas les reconvertir en crèche, par exemple. Parce qu'il y a déjà les mini-toilettes, tout ça. Ouais, il y a beaucoup de choses. Ça, on revient sur l'équilibre. Alors là, on vient sur l'aménagement du territoire, Voilà. Juliette, Le grand plan crèche. qui est un autre Non, sujet. mais- Je ne vais pas proposer aux Vincennois d'aller. Nous, par exemple, je suis sur un territoire où il y a une dynamique de population forte, où il y a beaucoup d'enfants. Je ne vais pas leur dire. Ah non, mais je parle parce que je vais te dire honnêtement, hein, moi je suis une personne qui a eu ses enfants en zone rurale. Je n'ai pas eu de place en crèche pendant un certain nombre de mois. Oui, j'ai arrêté de travailler. Oui, ma retraite est flinguée. Non, je n'ai pas trouvé de solution de garde et ça coûtait plus cher de faire appel à une nounou que voilà. Enfin bon, là-dessus, je te le dis, il y a un sujet aménagement du territoire. Voilà. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Et puis, je pense aussi que dans ce plan de relance, on emprunte aussi beaucoup d'argent. Alors, les métiers d'avenir et tout ça, numérique, écologie, tout ça, c'est très bien, mais en même temps, c'est très masculin comme emploi. Donc, ce serait peut-être bien de réfléchir à investir dans des structures de conciliation. C'est très, mais parce que c'est une question suivante, même si on accélère. Oui, on va passer à la question suivante et elle sera pour toi. Ils sont masculins dans notre pays, les métiers qui sont soutenus. À nous de voir comment on réoriente les formations professionnelles et comment on fait pour que les métiers du numérique et de la transition écologique, on ait 50% d'hommes, 50% de femmes. Oui, mais alors le problème, c'est qu'en attendant les fonds qui arrivent, le temps de former les femmes, qu'elles se trouvent un emploi dans le numérique, ceci, cela, tout cet argent, il faut réfléchir aussi que ça doit aussi être dépensé. Il faut réfléchir au budget de genre. Enfin bon, bref. Ça, c'est un autre point. On va passer à l'équité justement salariale. Quels sont les métiers à prédominance féminine? En quoi cela reflète-t-il les stéréotypes de genre? Pourquoi les métiers à prédominance féminine sont-ils généralement moins bien payés que ceux à prédominance masculine? Alors, la question du coup est pour Lucille Desjonquers et ce que je te propose, c'est que tu embrayes tout de suite avec le concept d'équité salariale, Guillaume, dès que Lucille aura fini. Comme ça, on passera à la question suivante, si vous êtes d'accord. Là, on l'a vécu de plein fouet, hein, avec la Covid, les infirmières, toutes les aides-soignantes et autres qui sont des femmes. Hein, dans le milieu du soin, il y a beaucoup plus de femmes qui en plus sont dévouées, font des métiers avec une grande pénibilité et sont trop peu reconnues, pas assez reconnues et pas assez payées. Donc là, il y a encore une fois, les femmes sont les grandes perdantes. Dans les administrations aussi, on va les retrouver. Et clairement, alors ça, merci de me poser cette question, parce qu'on a pu voir en allant voir nos parents ou grands-parents dans les hôpitaux à quel point ces femmes-là sont dévouées, sont épuisées et sont elles-mêmes des jambes énormes à la fin de la journée, tellement elles piétinent et c'est l'abnégation d'elles-mêmes. Et je trouve que la non-reconnaissance qu'elles ont est absolument abjecte. Et là, ça serait bien mais ça a été dit, mais ça a été lors du premier confinement, mais on en entend beaucoup moins parler là. Donc, il faudrait le remettre au goût du jour, je pense. Oui, merci. On va passer… Bon, alors tu n'as pas répondu à la question pourquoi elles sont moins payées. Moi, je pense que c'est justement à cause de cette idée que les métiers du soin, ça serait comme une extension de la femme et qu'elle doit tout faire gratuitement. Dans cet inconscient, la femme doit sacrifier, y compris ses revenus.
Voilà. On doit sortir de l'inconscient là. Voilà. Là, à un moment donné, je trouve les grilles salariales en ce sens. il y a un problème là-dessus. Donc, on va passer à Guillaume. Que recouvre le concept d'équité salariale? Pourrait-on envisager la mise en place de l'équité salariale sur le modèle de ce qui s'est tenu au Québec? Ouais, je vais entrer directement, tu me permettras, peut-être pas sur l'équité salariale. Juste un mot avant, parce que je vois Imad qui nous pose des questions. Imad, on a bien lu, je lis bien en tout cas vos questions. Moi, je trouvais l'idée du CPF intéressant. Enfin, on se comprend votre idée en tout cas de créer un compte sur les systèmes de garde, notamment qu'on pourrait utiliser selon ses besoins. Je pense que c'est quelque chose qui est à creuser, qu'on a pu voir émerger, notamment sur la possibilité d'avoir des comptes pour les frais de garde pour participer à la vie. Très concrètement, les chèques en garde d'enfants qui permettraient, par exemple, d'avoir des soirées, des choses comme ça, au-delà de la garde du quotidien. Enfin, il y a quelque chose à creuser dessus, généralisé. Derrière, sur la lutte contre les inégalités salariales, qui est une vraie injustice dans notre pays, avec des chiffres qui sont toujours importants aujourd'hui, même sur les jeunes générations, ça il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire que les jeunes générations, il y a des inégalités salariales, il faut vraiment apporter des correctifs. Moi, je pense évidemment le système québécois, et il y en a d'autres, peuvent servir de modèle. Après, c'est le système québécois. Donc, ils ont inventé leur propre système, je pense et qui répond, à mon avis, à leurs inégalités que eux avaient constatées. Moi, je pense qu'on doit être en capacité de mettre notre propre système, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Après, ça mettra du temps pour obtenir la correction absolue. Mais quand on met en place notamment l'index Pénico, donc l'index inégalité salariale, qui est mis en place depuis 2018, j'ai des gens qui vous serez peut-être plus précises que moi sur la date, j'ai un trou sur la date d'application de l'index égalité, mais donc qui a été construit avec les partenaires. Regardez, pour ne pas dire de bêtises. Regarderez, qui est construit autour de 5 critères, sachant qu'il y en a un qui sera rajouté prochainement. Des critères qui sont l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, l'écart dans les augmentations annuelles de salaire, l'écart dans les promotions, les augmentations au retour de congé maternité, la présence des femmes parmi les plus gros salaires de l'entreprise, et qui donne des points, donc c'est sur 100 points au final, et chaque année, eh bien, l'index de l'entreprise est présenté. L'entreprise qui n'est pas dans les clous a 3 ans pour mettre en place une politique de rééquilibrage salarial. Et si elle ne le fait pas, et si elle n'atteint pas ses objectifs, à ce moment-là, il y a un système d'amende qui se met en place. Évidemment, l'index, on l'a construit entre 2017 et 2018, on l'a mis en place à partir de 2018, et donc il y a eu les premières annonces il y a un an. Donc c'est sûr que ce n'est pas ça qui va faire qu'en 2022, on aura l'égalité salariale dans notre pays. Et donc, il faut continuer l'effort, et c'est là où on est très nombreux à dire, je pense, et à le partager, que la grande cause du quinquennat, en fait, il faut la prolonger bien au-delà du quinquennat, parce que les efforts que nous avons commencés au cours des dernières années, il va falloir les amplifier encore plus, continuer à les mener et même les amplifier dans les années qui viennent. Un point sur l'index égalité, il ne faut pas hésiter, je pense, à le corriger, à l'améliorer, à faire entrer de nouveaux critères au fur et à mesure pour l'adapter à notre société, aux besoins de notre société. Mais ne pas tomber dans un défaut qui est très français de toujours, qu'on regarde les modèles extérieurs, c'est nécessaire pour se comparer, mais ne surtout pas tomber dans le copier-coller. Et là, l'index, ça, on va en parler d'ailleurs dimanche. Mais c'est l'index. Dernier point, Juliette, qui est complémentaire à ça, quelque chose qui émerge en France, je l'ai cité tout à l'heure, sur lequel nous devons avancer, les budgets genrés. Les budgets de l'État genré, les budgets des collectivités genrées, qui là aussi doivent nous permettre de réaffecter les budgets genrés de l'aide publique au développement, de l'aide publique aux entreprises, à la construction d'entreprises, de soutien au milieu sportif ou culturel. Ça, dans notre pays, ça doit vraiment être important parce que ça permet de s'assurer que la subvention publique est bien égale entre l'activité masculine et l'activité féminine, et donc équitable dans le soutien aux hommes et le soutien aux femmes. Et ça, je te dis, on en discutera dimanche. Et en fait, dans l'entreprise, on a la question de l'égalité, mais on a aussi entre les secteurs. C'est aussi la question, voilà, l'État quand même est un grand employeur d'infirmières et d'infirmiers, de plein de métiers comme ça qui ne sont pas forcément mieux payés, au contraire que d'autres,
dit à dominance masculine dans les métiers techniques et tout ça, qui ne sont pas forcément avec plus de diplômes et tout. Donc, il y a aussi cette notion, alors je sais qu'il y a eu le Ségur de la santé, il y a eu le Ségur de l'éducation, mais est-ce que vraiment c'est encore suffisant par rapport à la revalorisation de tous ces métiers-là? Ça serait cette question-là aussi qui serait intéressante voilà, de creuser. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, on va passer au point suivant, c'est justement la mise en place d'objectifs d'égalité femmes-hommes. Alors, comment améliorer les retraites des femmes, en particulier lorsqu'elles ont des carrières hachées ou que justement, elles ont exercé des métiers à prédominance féminine, par définition, moins bien rémunérés, mais à forte utilité sociale. Je te laisse répondre, Guillaume, à cette magnifique question. Excuse-moi, j'avais sur notre système de retraite, effectivement, un système. Alors, il faut voir que la retraite, en fait, elle consolide toutes les inégalités. C'est ce que tu as dépeint il y a un décrit instant, Juliette. Les retraites, elles consolident toutes les inégalités qui se sont construites au cours de la vie. Donc, corriger notre système de retraite ne nous exonère pas, bien entendu, de corriger toutes les inégalités au cours de la vie. Donc, parce que c'était un des grands débats au moment des retraites en disant mais vous ne corrigez pas tout. Ah bah oui, non, mais on essaye au mieux d'avoir un système de retraite qui va permettre d'apporter une correction. Mais à côté du système de retraite, il faut bien entendu continuer à travailler tout au long de la vie sur les inégalités salariales, les inégalités de formation, les inégalités professionnelles et de vie. Et après, il faut un système de retraite qui prenne mieux en compte, bien entendu, les coupures de vie. Donc, c'était là où on allait vers un système à points qui, moi, je pense, est un système universel de retraite qui permettait de mieux prendre en compte les coupures que l'on peut connaître au cours de sa vie professionnelle. Alors, sans entrer dans les éléments techniques, parce que là, ce serait trop long, et d'apporter un certain nombre de corrections, notamment les corrections par rapport à la prise en compte des enfants, donc aller vers un système qui permette d'avoir 5% de bonification des retraites pour chaque enfant et passer à 15% au troisième enfant, qui permettent de prendre en compte des bonifications en fonction de la pénibilité aussi des métiers, donc aller vers des logiques de métier et pas de corps. Et là, qui permettrait notamment de prendre en compte, quand on dit la pénibilité, on sait que parmi les métiers pénibles, il y a beaucoup de métiers fortement féminisés, et donc qui permettrait de gonfler les pensions de retraite. Merci Guillaume. Alors, petite interrogation, hein. Comme les femmes touchent moins d'argent, sont moins rémunérées, je parle bien sûr de façon statistique, hein. Voilà, c'est 5% d'une retraite moindre que celle d'un homme. Je suppose que l'homme qui a eu cet enfant aussi bénéficiera des 5%. Non, je crois que par défaut, c'est la femme s'il n'y a pas d'accord. On avait introduit, c'est la femme s'il n'y a pas d'accord, et même s'il y a un accord, c'est 2, on avait introduit un plancher. Alors, ça ne tombe pas, parce qu'il y avait un système tel qu'on l'avait écrit enfin, en tout cas, je ne sais pas si ça reviendra, comment ça reviendra, ça. Mais il y aura des 5%. La grande crainte qu'on a eue à un moment donné, qu'on a exprimée, c'est de dire si, donc c'était à chaque enfant, tu as une bonification de 5% de ta retraite. Et il y avait la possibilité de choisir, de mettre ces 5% sur le meilleur salaire. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait avoir. C'est logique. Effectivement. On va faire ça. Alors, moi, j'ai deux, trois. Et donc, ça là-dessus, on a dit non, ça va à la femme. Et s'il y a un partage, il y a un plancher qui va automatiquement à la femme. Moi, ce que je pense, mais ça, c'est une proposition peut-être un peu en l'air comme ça, mais c'est d'envisager de prendre, entre guillemets, les 5% du plus haut, de la plus haute retraite, voilà, parce qu'en général, quand même, quand une femme a eu un enfant, elle l'a fait avec un homme, voilà, on pourrait imaginer que la bonification soit calculée par enfant sur le plus haut revenu que du parent, voilà, de celui qui a gagné le plus d'argent, mais que cet argent-là, ces 5%-là, soient versés à la plus basse des deux retraites. Bon, ça, ce serait un système un peu plus compliqué. Autre point aussi
qui se discute entre les économistes sur l'idée de l'utilité sociale des métiers. Ce serait de dire, voilà, eh bien, vous avez exercé le métier d'infirmière, eh bien, vous avez un coefficient de revalorisation à cause de l'utilité sociale des métiers. Alors, c'est vrai que ça peut aboutir après à « oui, mais mon métier, pourquoi il n'est pas considéré comme utile, ceci, cela ?» Donc, il y a des pistes de réflexion par rapport à la revalorisation des métiers du care, notamment dans le cadre de la retraite, qui pourrait être intéressant de creuser. Mais comme on n'a pas le temps, on va devoir passer aussi au point suivant. Et tant pis, on ne fera pas toutes les questions. J'en pose une dernière à Lucille et ensuite on en prendra une du public pour voir, pour que quelqu'un réponde à une question du public. Alors, comment mieux prendre en compte au sein des impôts et des dépenses publiques les charges familiales qui pèsent généralement sur les femmes? Et la question est pour Lucille. Il faut réactiver le micro. Avec la data, maintenant, on a énormément d'informations. Donc, c'est se servir de cette data pour pouvoir tirer des statistiques et en fonction de certains barèmes, pouvoir, au niveau fiscal, permettre à ces femmes d'avoir des abattements. C'est la seule chose que je vois, parce que c'est vrai que, vous savez, 52% des Français ne payent pas d'impôts, je crois. Donc, pour le reste qui payent, et on paye beaucoup. Donc, on va s'adresser à ces femmes-là, j'imagine, puisque les autres n'en payent pas. Donc, où trouver l'argent? Moi, je vous écoute depuis tout à l'heure et je vois qu'il y a des tas de propositions, d'aider ceci, d'aider cela, dans un pays qui est déjà très généreux. Mais où trouver l'argent? Après, moi, mais ça, c'est des réflexions personnelles. Je trouve qu'on donne beaucoup d'argent pour du football, des choses très à prédominance masculine, et je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion globale sur la façon dont on flèche les dépenses. C'est la question du budget genré, de voir effectivement, parce que quand par exemple, on dépense 1 euro dans le sport, eh bien, on sait que 70 cents, ça va à des hommes. Voilà, et 30 cents à des femmes. Donc moi, c'est la question aussi de ce coefficient de fléchage des dépenses que l'on fait. Nos dépenses publiques, elles sont en général, malheureusement, pas forcément dirigées vers plus d'égalité femmes-hommes. Ça, parfois, oui, il y a de bons correctifs, notamment justement les questions des allocations familiales et puis les retraites, ça a tendance à diminuer, il y a un effet de redistribution, mais ce n'est pas le cas pour tout. Donc, il faut peut-être réfléchir à ça. Ce que je propose aussi à notre public, c'est que je voudrais bien qu'une personne ou deux pose une question en dessous, nouvelle, c'est-à-dire que si vous avez déjà posé la question, vous n'hésitez pas à la remettre si on n'a pas répondu. On prendra une personne comme ça pour répondre à une question. Et il y a un autre point, le crédit d'impôt, justement, garde d'enfants qui s'arrête à 6 ans. Moi, quand je vois que, par exemple, pour mon fils de 7-8 ans, je ne peux pas bénéficier de ce crédit d'impôt alors que ça me coûte très cher de le faire garder et que c'est fait pour que je puisse travailler, eh bien, moi, je trouve que non, mon fils de 7 ans ne peut pas se garder tout seul. Voilà. Et on ne peut pas le laisser tout seul chez soi en fermant la porte du genre « vas-y, tu vas te débrouiller ». Non, c'est faux. Donc, c'est qu'il y a un problème quand on n'offre pas, effectivement, et c'était ce que Guillaume évoquait, c'est la question de réfléchir aux enfants de 6 ans à 12 ans ou jusqu'à même 13 ans à voir. Alors, est-ce qu'on a une question du public, quelqu'un qui voudrait poser une question à l'un des conférenciers ou conférencières? Je n'en vois pas. Juliette, si je peux rajouter quelque chose qui va vous intéresser. Il y a eu les assises de la parité, certains d'entre vous n'ont pas su, n'ont pas vu, mais vous pouvez voir tous les replays, parce que tous les sujets abordés aussi, enfin de nombreux sujets abordés aussi, ont fait l'objet de tables rondes avec des experts de très grand niveau. Donc vous tapez lesassisesdelaparité.com et vous verrez les replays. Et nous allons recommencer d'autres assises en début d'année. Et nous avons lancé un appel, enfin nous avons donné une information plutôt à la conclusion des dernières, à savoir que nous recevrons lors des prochaines assises toutes les candidates et candidats au présidentiel et qu'ils devront pitcher sur leur programme lié aux femmes.
D'accord, bon, bah, super. Voilà. Et je vais donc poser la dernière question à Guillaume. Du coup, je prends celle, puisque je n'en vois pas du public de nouvelles. Je vais te poser la dernière question qui est en relation avec les métiers à prédominance féminine. Les métiers à prédominance féminine semblent particulièrement en danger du fait de la révolution numérique. On pense notamment aux caissières de supermarchés qui sont remplacées par des caisses automatiques et des vigiles, souvent des hommes. Dans quelle mesure le plan de relance doit-il prendre en compte cette réalité? Et donc là, je vais te laisser répondre parce que je sais que c'est une question en plus qui te plaît. Parce qu'en plus, j'ai été fortement sensibilisé par Social Builder, notamment, dès le début de mon mandat, qui m'avait alerté sur le fait que la majorité des métiers qui vont être touchés par la transformation des métiers qui est en cours et qui va s'accélérer dans les années qui viennent du fait notamment de la transformation, de la transition numérique, mais pas que, parce qu'il y a une évolution des technologies et des sociétés, sont des métiers très fortement féminisés. Moi, je pense que dans le plan de relance, là, l'un des meilleurs moyens, en tout cas, de le prendre en compte, c'est bien entendu par la formation professionnelle et notamment la formation continue, où il faut là avoir des vrais plans à l'intention de ces métiers féminisés, sachant qu'on a des métiers où on peut se former en moins d'un an, hein, Bien sûr. et passer, voilà, mais ça demande voilà, de faire un très gros effort sur la formation professionnelle, la formation continue, qui n'est pas un fort en France, hein, et qui va nous demander quand même deux choses aussi, mais ça qui est à côté du plan de relance et qui est un défi aussi pour notre société, à laquelle je crois. Il faut sortir de la société du tout diplôme, hein, où on ne reconnaît que la personne qui a passé un diplôme, qui a eu ses diplômes à 21 ou 22 ans. C'est Voilà. ça. On peut avoir de très belles compétences en n'ayant pas de diplôme, en passant ses premiers diplômes ou sa première formation professionnelle à 40 ou à 50 ans. Et être totalement et reconnaître l'expérience professionnelle qu'on a avant, qui va être un plus par rapport à la formation qu'on va avoir pour la fin de carrière. Et ça, c'est indispensable sur les métiers, effectivement, ces métiers qui sont féminisés, pour bien permettre aux femmes d'avoir accès à ces métiers de demain, d'avoir un Guillaume, je vous rejoins complètement. différent sur ça. Je vous rejoins complètement. Comme je suis sur le terrain, je peux vous dire que je suis face à des dirigeants dans la grande distribution, des DRH, qui nous disent ça. On est en train de licencier des caissières parce qu'elles sont remplacées par des hommes et on est bien embêtés. Et à contrario, on leur dit, mais où est-ce que vous avez une pénurie? Les codeurs. Et on leur dit, mais prenez ces caissières que vous êtes en train de licencier et formez-les au codage. Et vous allez récupérer les codeurs qui vous manquent, les codeuses. Vous n'aurez licencié personne, donc en termes de RSE et puis éthique. Donc ça, c'est des solutions immédiatement applicables aujourd'hui. Oui, et là, dans la formation, initiale, quelque chose à corriger, parce que je pense que c'est beaucoup, mais dans l'état d'esprit français, et là, ici, c'est quelque chose que vous pointez, le manque d'anticipation de nos managers en France. Mais ça, c'est structurel depuis toujours, hein. C'est-à-dire qu'il y a des enquêtes qui vont vous dire votre entreprise va bouger dans 10 ans. Bah, pendant 10 ans, l'entreprise ne va rien faire et au moment où elle est au bout du gouffre, au bord du gouffre, elle dit ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et donc, on se retrouve dans la situation que vous évoquez, on licencie alors qu'on aurait pu former les gens. Et ça, L'anticipation, ben oui, bien sûr. l'anticipation, on sait qu'on va avoir du numérique. Prenons nos salariés qui sont dans l'entreprise, formons-les au métier de demain, que ce soit caissière pour être codeuse, que ce soit les chaînes de production dans l'automobile, par exemple, que nos compagnies automobiles se diversifient sur d'autres choses, du vélo, du panneau solaire photovoltaïque, sur les métiers du numérique dans les nouvelles technologies aussi, et en formant les salariés qui sont dans les entreprises. Et ça, tout particulièrement sur les métiers effectivement très féminisés, il faut aller dessus. Sur le plan de relance, autre chose qui est à côté, parce qu'il n'y a pas que le sujet de transition des métiers, de changement des métiers, il y a le sujet aussi de revalorisation d'un certain nombre de filières qui sont fortement féminisées, qui sont tous les métiers du soin, notamment, et de l'enseignement, où là aussi, dans notre pays, nous devons profiter du plan de relance, et c'est ce qu'on a commencé en tout cas depuis un an, mais moi je pense qu'il faut encore accélérer, pour revoir toutes les grilles salariales dans les métiers du soin et dans les métiers de l'éducation nationale. Je me félicite que d'ailleurs, dans l'éducation nationale, donc on a eu le Grenelle, pas le Grenelle, mais de l'éducation et le Ségur de la santé. Le Ségur, on va chercher, merci, le Ségur de la santé. Sur l'éducation, Blanquer a confirmé cette semaine qu'il y avait de nouveau une enveloppe de 700 millions, donc après les 500 millions l'an dernier, pour travailler sur l'augmentation
des rémunérations de nos enseignants. Ça, c'est indispensable. On ne peut pas avoir des personnels soignants et des personnels éducatifs qui sont parmi les moins bien payés de l'OCDE. C'est ça, oui, je confirme. Parce qu'effectivement, on est sur des métiers où on s'occupe des autres. Ça, il faut les revaloriser. Il faut là aussi, dans ces métiers-là, avoir de la formation continue, parce qu'il y a les questions de rémunération et les construction de carrière tout au long de la vie et de progression. Donc, je pense qu'il y a un peu ces deux, moi je mettrais un peu ces deux leviers qu'il faut activer et de manière urgente dans les deux. Et je citerai, alors Lucie, je prends votre exemple, celui-là, je le garderai. Effectivement, le manque de distribution. Non, mais le manque d'anticipation, moi, on a des dirigeants qui ont fait des grandes études, qui se félicitent en permanence d'avoir fait des grandes études et qui ne sont pas capables d'anticiper à plus de 3 ou 4 mois. Et là, on est sur des choses, je pense que toutes les études dans la grande distribution, ils ont des études depuis 10 ans qui leur disent qu'ils vont être impactés par le numérique et que ça transforme le métier. Donc, voilà, et c'est une fois qu'on voit la caisse numérique débarquer qu'on se dit qu'est-ce qu'on fait? Moi, je refuse d'y aller en général. Je me souviens, et dans ce que dit Lucie Juliette, c'est une évolution qui en plus va sur des métiers moins pénibles. Donc important, donc il peut bénéficier, ça veut dire qu'on aurait une évolution qui peut et sur lesquelles tout le monde peut rentrer sans avoir forcément un bac plus 4 ou bac plus 5 en formation initiale. On peut avoir quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui effectivement est caissière et peut rentrer dans du codage s'il y a la formation adéquate et l'accompagnement adéquat. Et en plus, tout le monde serait gagnant-gagnant. D'abord, le salarié passerait sur un métier, rien, et en plus l'entreprise qui s'éviterait des procédures et des risques derrière d'affaiblissement de son entreprise. Mais le Japon, vous savez, le Japon avait fait quelque chose d'assez intéressant pendant toute la période de transition. Ils avaient dit, le métier qui peut être occupé par un humain doit être occupé par un humain, parce qu'eux, ils ont été très en avance sur la robotique et tout ça par rapport à nous. C'est un pays, voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, les caisses automatiques arrivent et tout ça. Il faut qu'on réfléchisse aussi à la façon, voilà, il faut qu'on forme ces caissières, parce que c'est en train d'être extrêmement rapidement fait. Il faut qu'on forme ces caissières et peut-être qu'on ait une période de transition pour traiter cette question de ces machines et tout ça, parce qu'on est en pleine période de destruction d'emplois massifs et des emplois donc à prédominance féminine. Et comme tu l'as dit, Guillaume, il y a eu un problème d'anticipation. Pourtant, ça arrivait de façon visible depuis quand même quelques temps. Donc, moi, je vous remercie en tous les cas, toutes et tous, d'avoir participé à ce webinaire. Malheureusement, il y a aussi un point qu'on n'a pas eu le temps de voir, c'est les femmes en congé parental qui retournent sur le marché du travail. Ça, c'est un point aussi où elles peuvent être peut-être formées. Je sais que Marie-Pierre Rixin a mis en place un certain nombre de choses pour qu'elles bénéficient de droits à la formation pendant leur congé maternité parentale, en tout cas. Donc ça, c'est très intéressant. On en parlera justement dimanche. Comme ça fera le point avec ce qu'on a dit aujourd'hui. Et ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est ce qu'on avait dit en termes d'éducation et égalité, qui complète bien justement tous ces points qu'on a abordés aujourd'hui. Alors, il faudra affiner, parce qu'il est évident que les propositions, là, on a lancé des réflexions, et il faudra qu'on affine, et justement, Guillaume, je pense qu'on en parlera pour la suite. Je vous remercie toutes et tous. Je remercie aussi Fatimata qui a dû nous quitter parce qu'elle avait un rendez-vous d'ordre privé. Je vous remercie. Donc, merci Guillaume Gouffier-Chat, merci Lucille Desjonquers, merci à tous les participants qui ont écouté jusqu'au bout ce webinaire. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube et nous chercherons à extraire de ce webinaire nos propositions pour la suite des événements. Je vous dis à bientôt et Juliette. à tout à l'heure aussi parce qu'on va aborder. Ravi d'avoir.